Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi. Alors, les coopératives, ça vous dit quelque chose? Si on en parlait dans cette vidéo, les coopératives et l'esprit coopérateur, tout un programme. Qu'en est-il vraiment en France aujourd'hui de cet esprit coopérateur? Qui pourrait être contre le fait, au fond, de se regrouper à plusieurs dans le but de rassembler ses volumes pour mieux vendre et aussi pour mieux acheter? Franchement, qui peut être contre ça? Cela a été l'objectif des premières coopératives agricoles en France dans les années 1880 les amis, principalement dans le cadre du syndicalisme agricole corporatiste de l'époque, puis ensuite sous l'influence de l'État. Alors depuis, si certaines sont restées à taille humaine et locale, beaucoup de coopératives se sont lancées dans la course au grossissement, au regroupement et aussi à l'international. Alors on va se poser 4 questions dans cette vidéo. La première, alors que certains défendent bec et ongle ce modèle de coopérative, quel qu'en soit le prix d'ailleurs, ceux qui s'en éloignent ont-ils perdu pour autant l'esprit coopérateur? Première question. Deuxième question, à l'inverse, la direction prise par les coopératives ne participe-t-elle pas à la perte de tous les avantages de la coopération? Intéressant, non? Troisième question. Se considérant trop petites, les coopératives françaises, par rapport aux autres coopératives d'Europe, envisagent une course au grossissement. Cette course apporte-t-elle de réelles évolutions en termes de revenus et de rentabilité pour les agriculteurs? Troisième question. Quatrième question, certaines coopératives se battent pour rester indépendantes. Les autres coopératives ne le seraient-elles pas? Donc je vous propose de répondre en partie, bien sûr, à ces 4 questions dans cette vidéo, sans tabou ni idées préconçues. Alors d'ores et déjà, j'invite certaines âmes sensibles à bien se préparer et surtout à rester ouvertes jusqu'à la fin de la vidéo. On ne sait jamais. Pour les plus jeunes, cette vidéo devrait vous apporter un autre regard, j'en suis certain. Alors les amis, si ça vous intéresse, on est parti. Ah, les coopératives agricoles, l'esprit coopérateur. Tout un programme souvent clivant en agriculture, il est souvent très difficile de parler de ce sujet sans nous dire tu es pour ou tu es contre, en oubliant tout ce qui se passe entre les deux. Ce côté binaire me rend triste, alors j'espère que cette vidéo pourra participer à ce qu'on puisse enfin parler de ces sujets, car en 2024, les coopératives sont un enjeu important pour l'amélioration des conditions des agriculteurs. Alors se regrouper pour être plus fort, c'est une idée connue qui fait appel à notre instinct grégaire, qu'ensemble on est mieux protégé, on est plus fort pour faire face à l'avenir, et c'est vrai dans beaucoup de cas, surtout en agriculture. Mais se regrouper pour être plus fort, mais plus fort pourquoi? Alors normalement, le premier des objectifs, c'est l'intérêt des agriculteurs. Se regrouper, c'est bien, grossir encore plus pour se regrouper davantage, pourquoi pas, mais est-ce toujours dans l'intérêt des agriculteurs? Est-ce qu'au bout, ils vont en tirer un avantage d'être encore plus nombreux dans une structure plus grosse? C'est ce qu'on va essayer d'échanger dans cette vidéo. Le rôle des coopératives, c'est de créer des lots qui soient vendables, mieux valorisables que l'agriculteur seul. Ça, c'est l'intérêt aussi de mutualiser nos productions pour essayer de les moyenner, d'en faire quelque chose d'intéressant pour conserver et améliorer des marges. Trouver des nouveaux marchés, ça aussi. C'est quand même important de trouver des nouveaux débouchés pour les agriculteurs, mais aussi mieux acheter les produits phytosanitaires, mieux acheter l'engrais, proposer des prix meilleurs en termes d'intrants, donc diminuer les charges opérationnelles des agriculteurs. C'est ça les 4 principaux objectifs, on va dire, de se regrouper pour être plus fort, faire mieux que si on était tout seul. À un moment donné, le grossissement, et on va s'interroger dans cette vidéo, est-ce que c'est toujours utile pour l'agriculteur? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas se perdre au milieu d'une organisation qui ne voit plus le premier objectif, l'intérêt des agriculteurs? Alors, avant de répondre à la première question, j'aimerais vous donner quelques exemples pour qu'on puisse ensuite parler avec des choses concrètes. La première des choses, l'achat des intrants. L'achat, par exemple, des produits phytosanitaires. On va donc parler, par exemple, en premier, du tarif et des disponibilités. Aujourd'hui, il se trouve que les années passant, les agriculteurs doivent s'engager de plus en plus tôt pour acheter leurs intrants, sous peine soit de ne pas les avoir, et c'est aussi la seule solution pour avoir des bons prix et être garanti de pouvoir les obtenir. Ça, c'est quand même unique
au démarrage des coopératives, qui étaient pourtant beaucoup plus petites, ça ne se produisait pas comme ça. Les coopératives s'engageaient sur des volumes et les agriculteurs avaient toujours de la disponibilité, arrivaient toujours à avoir des produits au meilleur prix sans avoir tout ce système où finalement le risque est assumé en grande partie par les agriculteurs qui s'engagent sur des achats sans même savoir, puisque parfois c'est 6 mois avant, sans même savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont semer, quel est leur assolement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a évolué. Les tarifs, il se trouve que nous, avec notre entreprise de conseil indépendant, on fait une remontée de prix de tous nos partenaires dans l'hiver qui nous remontent les prix d'achat de leurs produits phytosanitaires. Pour en faire un retour d'enquête qu'on retourne à nos partenaires, sans le nom des fournisseurs, ça ne nous intéresse pas, mais avec des colonnes mini-maxi, sur les prix que l'on voit en pleine auprès de nos partenaires. Il se trouve qu'en 2024, tout ce qui est en fluo, là, sur toutes les pages, c'est tout ce qui est supérieur à 30% d'écart. Tout ce qui est supérieur à 30% d'écart de prix entre le mini et le maxi. On se rend compte qu'il y a des écarts de plus de 50, 60, 100%, 150, on a même du 200%. Alors bien évidemment, il faut bien regarder dans le détail le pourquoi du parce que. Là, il y a en gros 28 fournisseurs différents. Et on se rend compte que petit à petit, les agriculteurs se regroupent et font des commandes à des organismes qui n'ont rien à voir avec le monde coopératif, même si parfois ce sont des succursales de négoces ou de grandes coopératives d'ailleurs, et ils obtiennent des prix qui n'ont rien à voir. On a des administrateurs de coopératives qui finissent eux-mêmes par acheter dans des groupements d'achat, puisque malheureusement, et c'est un des problèmes du grossissement sans doute des structures, c'est qu'il y a aujourd'hui des coopératives qui, malgré 1000, 2000, 3000 adhérents, voire plus, ont des prix moins bons que 10 agriculteurs qui se regroupent ensemble pour acheter leurs intrants. Donc ça, c'est un premier point qui n'est plus à la hauteur de ce qu'il était au départ. Ensuite, les différences de tarifs au sein des adhérents. Et il ne faut pas se mentir là-dessus, et ça aussi, ce n'est pas un sujet qui est souvent dévoilé, mais il y a des écarts de tarifs au sein même des coopératives, et là, on perd déjà l'esprit de départ, où petit ou gros devaient avoir justement le même tarif d'achat. Et les amis, arrêtez, on ne va pas se mentir, c'est pas vrai aujourd'hui. Il y a des remises en fonction du chiffre d'affaires dans beaucoup de grands groupes coopératifs pour les plus grandes. Pas dans les coopératives plus petites ou indépendantes, c'est encore resté avec cet esprit-là. Mais justement, il y a deux mondes qui se côtoient et vous allez voir que c'est quand même étonnant. Il y a aussi des différences de tarifs en fonction du conseil. Vous savez qu'il y a eu séparation du conseil et de la vente. 90% des coopératives ont choisi la vente de produits, qui fait souvent le fonctionnement de l'entreprise, qui les phytos, les engrais, mine de rien, c'est quand même ce qui rapporte le plus aux coopératives et aux négoces. Et finalement, ayant choisi la vente, eh bien, ils facturent quand même du conseil de 15, 20, 30, 40 euros de l'hectare, avec des différences d'achat de produits. Si vous prenez le conseil, vous payez un peu moins cher les produits, mais vous payez 25 ou 30 euros de l'hectare de conseil. Donc c'est quand même incroyable ça aussi, c'est plus du tout dans l'esprit de départ, il ne devait pas y avoir de différence. La deuxième chose, c'est les crédits campagne. Je vous ai fait part sur Facebook hier, donc vendredi, non, c'est pas vendredi, hier c'était samedi, sur un courrier qui a été envoyé par un très grand groupe du centre de la France, un très grand groupe coopératif, qui est mondialisé même. Voilà, donc je vous le montre pas dans le détail, j'ai effacé le nom, voilà, donc ça a été reçu par les adhérents, voilà. Donc je vous en ai fait une copie que je vous avais mis sur Facebook, où en fait la coopérative informait les adhérents sur des changements concernant les prix et les taux d'intérêt, que ce soit les taux d'intérêt sur des comptes débiteurs, c'est-à-dire les coopératives aujourd'hui jouent un rôle un peu ambigu de banque, c'est-à-dire dans beaucoup de cas, ils participent au financement des engrais, des produits phytosanitaires, des semences en faisant crédit à leurs adhérents. Alors c'est parfois ponctuel, parfois ça dure un peu ou ça prend de l'ampleur, et donc là-dessus il y a des taux d'intérêt. Ma toute petite coopérative de mon secteur, qui est encore une coopérative indépendante, a un taux d'intérêt sur les marchandises qui ne sont pas payées au sein de la coopérative pour un adhérent de 6% par an. Ce qui est correct, plutôt correct. Un des plus gros groupes coopératifs de France, lui, a décidé de passer de 8,40, donc il était déjà supérieur à ma petite coopérative locale, 8,40%, de passer à 10,40%. En 2024, donc pour ceux qui n'ont pas la facilité à payer. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte agricole difficile, et pour ceux qui ont de l'argent laissé en compte à la coopérative, comme dans une banque, qui étaient rémunérés avant à 3%, ils vont les rémunérer aujourd'hui à 4,80%.
Donc ça, c'est quand même un exemple que l'esprit coopératif pourra m'expliquer où il est. D'ailleurs, j'ai eu quelques agriculteurs qui ont réagi en me disant « Bah oui, mais là, ce que tu dis, moi, je ne partage pas. Les gens qui ne payent pas leurs factures, il faut le faire payer, puisqu'en fait, quelque part, c'est pas une banque, etc. » Mais on est bien d'accord, mais dans ce cas-là, il ne faut même pas mettre le système en place, de faire crédit. Hein, parce que de pénaliser quelqu'un par un taux d'intérêt plus élevé ne lui fait pas payer sa facture plus vite. Au contraire, ça favorise ceux pour qui ça va bien, qui sont souvent pas des gens qui ont peut-être ces encours et qui sont souvent dans les conseils d'administration aussi, puisque leur papa parfois y était aussi. C'est un des problèmes aussi des coopératives, c'est cette espèce d'ouverture à tout un tas de monde pour entendre des sons de cloche différents, des jeunes agriculteurs, des gens moins aisés, des gens qui ont des historiques plus difficiles ou des trésoreries plus difficiles. Alors c'est vrai qu'il y a eu des dérives avec sans doute des comptes courants trop longtemps laissés en place et qui finalement défavorisent la coopérative, ça je veux bien le croire, mais pas à ces niveaux-là. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a aujourd'hui toujours ce sentiment de ne pas participer à aider ceux qui en ont le plus besoin, et c'était ça l'esprit coopérateur, c'est cette mutualisation des choses. Et là on sent que maintenant ça se différencie. Alors, c'était un exemple. Ensuite, il y a les réfractions, c'est-à-dire quand vous livrez des produits, il y a de plus en plus de soustractions qui sont faites à vos produits pour des valorisations qui n'existent pas forcément pour autant. C'est bien d'enlever des choses, de mettre des contraintes supplémentaires aux agriculteurs, mais encore faut-il que ce soit pour un retour supérieur en termes de prix de vente. Et là, on peut faire un grand exemple entre des petites coopératives indépendantes qui vont avoir des plus petits lots, qui vont se permettre de mieux les valoriser que les grands groupes qui jouent sur le volume et qui finalement ont 3 cases, blé, orge, colza par exemple, et qui n'ont pas envie de s'embêter avec un tas d'autres choses. Et donc les réfractions sont une chose importante pour récupérer de la marge au sein des coopératives, et ça c'est inquiétant. Et je finirai sur un autre exemple sur l'esprit coopératif, c'est les horaires de fonctionnement. On a des différences incroyables. J'étais l'autre fois avec une coopérative indépendante qui ouvre jusqu'à 2 h du matin, qui a des fonctionnements. Ils ont pour autant des salariés, comme nous, dans nos grands groupes coopératifs. Et nous, on nous explique qu'à 19 h, il faut que ce soit fermé, le week-end, c'est fermé, ou alors ça ouvre que pendant telle heure. Enfin, c'est l'agriculteur qui devient au service de sa coopérative. Et dites-moi si je dis une bêtise dans les commentaires, mais dans beaucoup de régions, c'est comme ça. Et ce ne sont pas les petites coopératives qui fonctionnent comme ça, mais bien les plus grosses. Donc voilà, donc c'était à travers ces exemples-là, je voudrais maintenant répondre aux 4 questions dont nous avons parlé tout à l'heure. La première, donc, est-ce que ceux qui s'éloignent de la coopérative ont perdu l'esprit coopérateur? Alors moi, personnellement, je pense que non, et je vous mets tout de suite à l'aise. Moi, j'ai l'esprit coopérateur, j'y crois sincèrement, mais je suis pas non plus idiot, et quand j'observe qu'on n'écoute pas les remontées que peuvent avoir des gens qui ont un esprit un petit peu plus libre, voilà, il y a des exemples qu'on a vus au préalable. Si on les voit, on n'est pas forcé de devenir béni oui-oui et se dire bah oui, la coopérative c'est l'idéal, etc. Redire aussi qu'il y a quand même une liaison très forte entre les purs coopérateurs vaccinés qui ne jurent que par ça avec le côté syndical des choses. Et ça, vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais c'est une réalité et qui correspond à cet esprit, comme j'en ai déjà parlé sur les syndicats, où il est difficile de faire évoluer les mentalités, de dire des choses sans qu'on vous dise « Ah non, non, cette espèce d'entre-soi qui fait que hein, ». Pourquoi certains contrats ne vont qu'à quelques-uns, pourquoi les conseils d'administration sont toujours très filtrés, on ne sait pas trop comment y accéder, comment on peut y être. Enfin, les gens finissent par ne plus rien dire dans les assemblées générales, parce que de toute façon, on leur fait tout de suite dire « Ah ben non, c'est pas ce que constatent les autres, etc. » Je vous parle de vécu, mais je sais, et j'ai beaucoup de retours de vos parts sur ces sujets. Alors ça fait pas de moi quelqu'un qui est anti-coopératif, pas du tout, je le redis. Et puis d'être bêtement contre ou dire que c'est la mafia, c'est nul et ça n'apporte rien. Alors, il y a un peu d'entre-soi, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin d'écoute pour évoluer. Et c'est toujours le même refrain dans les coopératives, c'est oui, mais tu comprends, tout le monde n'est pas à la même hauteur, etc. Non, les coopératives doivent tirer leurs agriculteurs vers le haut et ne pas les assister. Aujourd'hui, beaucoup de techniciens de coopératives ne font que de gérer les lanternes rouges de l'agriculture en étant chez eux tous les matins, en leur apportant les produits, etc. Il me semble que c'est pas le rôle d'une coopérative. Une coopérative, elle est là pour nous aider, mais pas pour nous assister. Et beaucoup de coopératives ont pris le pas, ils sont les maîtres chez les agriculteurs, ils deviennent aujourd'hui, alors c'est pas forcément ce qu'ils ont souhaité, mais ils ont bien pris le rôle à cœur et ça se passe plutôt dans ce sens-là. Et ça pose problème à tous les agriculteurs qui se sentent l'âme plutôt de chef d'entreprise. Ils finissent par ne plus être trop d'accord à faire des confiances, à acheter sans prix, à avoir le retour de prix 6 mois plus tard, etc. Donc ça, c'est le premier argument. Je ne pense pas que les gens qui s'éloignent des coopératives ont perdu l'esprit coopérateur. Bien sûr, au milieu de tout ça, il y a des individualistes, il y a forcément des gens un petit peu plus extrêmes ou libérales, voilà, un peu crevards sur les bords que d'autres, mais je pense que c'est une minorité quand même. C'est souvent des gens déçus hein, de la coopérative plutôt que des gens contre la coopérative.
Alors on va répondre à la question 2 et à la question 3 en même temps puisqu'elles sont liées. La question 2, c'était la direction prise par les coopératives ne participe-t-elle pas à la perte de tous les avantages de la coopération ? Oui, on peut s'interroger quand même. Se considérant trop petites par rapport à d'autres structures en Europe, les coopératives font une course au grossissement, mais cette course apporte-t-elle de réelles évolutions aux revenus et aux rentabilités des agriculteurs ? Alors moi je pense qu'aujourd'hui on doit se poser tout simplement une question, quand on est dirigeant d'entreprise, comment peut-on croire, lorsqu'on gère une grosse structure, que le grossissement peut être infini ? Et surtout en faveur de celui du bas, c'est-à-dire l'agriculteur, qui est souvent d'ailleurs le financeur. Est-ce que c'est pas une fausse idée? Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous emmène dans le mur? Et c'est valable aussi d'ailleurs pour les agriculteurs qui pensent que d'être le plus gros va leur permettre de passer le cap. Finalement, on s'aperçoit que non, ça ne change rien sur les marges, bien au contraire. Il y a des tailles critiques, il y a des impacts sur les charges fixes qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de coopérateurs financent avant tout le fonctionnement de leur outil. Je dis que c'est encore leur outil, la coopérative. Et puis les lots sont plus gros, on commence à moins trier, à moins être plus précis dans les valorisations possibles que l'on pourrait faire de différentes zones locales de récoltes qui ont été touchées par telle ou telle chose, ou à l'inverse qui sont de meilleure qualité. On met tout ça ensemble et puis on veut se simplifier la vie et on travaille sur les volumes. Et évidemment l'agriculteur, lui, des volumes, il n'en a pas des milliers à vendre, des lots de 50 tonnes. Donc c'est vite fait que si on n'a pas valorisé ces lots-là, pour l'agriculteur, au final, celui qui est tout en bas du système, ça fonctionne moins bien. Ensuite, le grossissement conduit souvent à l'investissement dans les industries, les fameuses filières. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intérêts croisés. Je vais vous en parler un petit peu après. Et donc, forcément, il y a des plus grosses marges en industrie que dans la gestion du grain, que dans le négoce du grain. On le sait bien. Aujourd'hui, ce qui fait vivre les coopératives et leur apporte beaucoup de résultats, c'est les intrants, bien sûr, les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, etc. Et ça, c'est en partie un problème qui n'est pas toujours, d'ailleurs, ces marges ne sont pas redistribuées aux coopérateurs. Il n'est pas normal d'observer des résultats à ces niveaux-là dans beaucoup de grands groupes coopératifs, presque hallucinants au regard des conditions des coopérateurs. Dans les semaines et les mois à venir, on va vivre sans doute des choses très difficiles dans le monde agricole. On va bien voir si la coopérative va jouer son rôle de se démunir un petit peu de ses mises en réserve pour favoriser ses adhérents et éviter que ceux-ci soient dans des difficultés financières sans nom. Ensuite, il y a un manque d'ouverture de ces coopératives, de tous ces conseils d'administration. C'est rarement le plus petit agriculteur du coin qui est le responsable ou qui est dans le conseil d'administration. Il y a beaucoup d'intérêts croisés. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, mais le système agricole français et notamment le système coopératif français, en 2012, par un rapport européen, a été déclaré le plus nébuleux d'Europe, avec le plus de commissions et le plus de cumul de mandats. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de directeurs de coopératives, de présidents, on va dire, de coopératives, sont eux-mêmes présidents de la Chambre d'agriculture et souvent très investis dans le syndicalisme local ou national. Et ça, c'est quand même un souci, les amis, croyez-moi. Et puis, quand on voit les rémunérations des directeurs de coopératives qui varient de 3 000 à 80 000 euros par mois, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est facilement trouvable, il y a eu des enquêtes sur ces sujets, sans parler des jetons de présence et tout un tas de choses dans d'autres systèmes industriels autour de la coopérative qui assurent à certains des revenus plus que confortables et surtout plus qu'exagérés, bien entendu. Alors je vous inviterai à lire le dernier Argos, Communication agricole, je vous en ai déjà parlé, je n'ai aucun intérêt si ce n'est beaucoup d'amitié pour celui qui le fait, c'est-à-dire Guy Laluc, qui est en retraite et qui continue de nous informer. Pour tous ceux qui veulent savoir des choses, qui veulent rester cachés, des petits articles faciles à lire dans la description, je vous mettrai les coordonnées pour vous abonner, et notamment vous pourrez lire, cet édito et en page intérieure, tout un diagnostic au niveau des coopératives, de leur fonctionnement, de leurs intérêts croisés, le groupe Avril et j'en passe, et c'est valable aussi dans le lait et dans beaucoup de systèmes comme ça. Il est important de le savoir pour toutes les âmes sensibles qui vont peut-être nous inonder de commentaires en disant tu es contre ou ceci ou cela. Il faut que l'on puisse parler des choses, faire des remarques sur un système sans pour autant être catalogué de contre, c'est très très important. Alors pour terminer, je vous parlerai de la quatrième question qui était certaines coopératives se battent pour rester indépendantes, les autres ne le seraient-elles plus ? Eh bien, quand vous aurez lu cet Argos, et puis avec les connaissances que vous avez tous au regard de vos commentaires, évidemment que les coopératives ont du mal à rester indépendantes. Ici, nous avons une coopérative indépendante locale qui se bat pour ne pas se faire phagocyter par un grand groupe, d'ailleurs qui est celui qui a proposé les hausses de taux d'intérêt. Donc vous voyez, nous, notre petite coopérative a fait du 6%, quand le groupe qui nous aurait racheté fait du 10-40. Merci le grossissement, on sent que c'est dans l'intérêt de l'agriculteur. Bon, je n'y reviens pas, mais leur objectif pour ces coopératives-là ne change pas, c'est l'objectif de départ, l'intérêt des adhérents, l'intérêt des agriculteurs. C'est ça qui les anime, ces coopératives indépendantes. Et elles sont indépendantes au final parce qu'elles veulent conserver cet objectif-là. C'est le monde à l'envers, vous croyez pas ?
Donc les coopératives doivent se remettre en cause, on doit revenir à des tailles réalistes qui apportent de réels intérêts sur le territoire, ils font tous presque la même chose, ils se battent pour les mêmes choses, il y a 5 centrales d'achat en France là au milieu, et au final 10 agriculteurs tout seuls vont faire mieux pour acheter des intrants que la coopérative qui a 3000 adhérents. Vous croyez que c'est normal? On n'est pas là pour payer des gens dans des bureaux, pour payer des gens qui nous font des soustractions lors des livraisons, etc. Il y a un moment donné, il faut revenir à un respect, on ne travaille pas pour la coopérative, on travaille ensemble avec la coopérative. Et c'est une sacrée différence, n'en déplaise aux purs coopérateurs. Voilà les amis, donc on est vraiment là dans un intérêt normalement commun de progresser ensemble. Alors j'espère que cette vidéo vous a apporté un autre regard, quelques éléments de réflexion, c'est toujours l'objectif. Voilà, je peux vous dire des fois le contraire de ce que je pense, simplement pour créer le débat, la réflexion, faire l'avocat du diable, parce que j'ai l'impression qu'on a du mal quand même à parler des vrais sujets, hein. On en a, ça leur fait frissonner, hein. Voilà les amis, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien entendu à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui devrait être sur l'installation des jeunes. Et là vous allez voir beaucoup de points communs avec le syndicalisme, avec les organismes autour de nous, avec les coopératives, enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. On est souvent responsable de nos propres problèmes, c'est un fait.